cette deuxième partie d'un parcours de webinaire sur la construction en bois local. Moi, je m'appelle Thibaut Guirotti, je suis chargé de projet bois construction, bois énergie au pôle Excellence Bois et j'anime aussi la marque collective Bois Qualité Savoie depuis une petite année. Donc, pour rappeler rapidement le cadre de ce parcours de webinaire, c'est une volonté de la part du pôle Excellence Bois, mais aussi des CIAUE de Savoie et Haute-Savoie, de Yves Munier du cabinet d'architecture Wolf et Associés, de travailler sur les enjeux, les ressources et les freins pour construire en bois local. Donc, plutôt ciblé Pays de Savoie, puisque le pôle Excellence Bois gravite surtout sur les deux départements Savoie-Haute-Savoie, mais aussi ouvrir du coup à d'autres régions sur cette thématique qui est construire en bois local. Voilà, donc plus précisément au niveau des questions qu'on s'est posées, c'est de répondre aux questions pourquoi et comment construire en bois local, quels sont les savoir-faire locaux et les produits disponibles localement. Et donc pour ça, on a monté un programme. La première partie, nous avons parlé de dispositifs politiques et une présentation de la filière bois des deux Savoies. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt des enjeux du bois dans la construction, surtout les enjeux climatiques, sociaux et économiques. Donc, on a invité pour cela Jean-Luc Sandoz, qui est PDG du groupe CBS Lifting, et Karine Lapré, du bureau d'études Trébu Concevoir Durable, qui vont nous parler du coup de ces différents enjeux, mais aussi de répondre à la question comment construire en bois local. Je rappelle quelques petits détails importants pour ce webinaire. Donc, il est enregistré. Il vous sera diffusé et il sera diffusé le lien de la chaîne YouTube du pôle Excellence Bois sur lequel il sera posté. Vous avez en bas de votre écran une rubrique qui s'appelle Q&R dans laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Cette rubrique est visible par tout le monde. Et vous avez aussi la rubrique discussion pour échanger entre vous ou entre tous les participants. Voilà, donc l'idée, c'est Jean-Luc Sandoz et Karine Lapré vont faire leur présentation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir débattre, rebondir sur des questions plus précises. Donc, on verra lorsqu'on posera les questions comment on organise ça exactement, mais l'idée sera éventuellement d'abord dans la rubrique questions-réponses et ensuite de lever la main éventuellement s'il y a des témoignages plus importants à faire, plus longs. Voilà, donc je vous remercie, je vous propose de commencer et pour ça, je donne la parole à Jean-Luc Sandoz qui va commencer le webinaire. Très bien. Merci Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de m'imaginer une salle avec une cinquantaine de personnes. Si vous le permettez, je vais officier sans masque pour être le plus clair possible. Et dans le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on a visé avec Karine, c'est effectivement de revenir sur la question pourquoi construire un bois local. Donc ça, c'est le point de départ. Et comment construire en bois local, ça sera le point d'arrivée ou le point futur pour faire mieux. Alors, je vais commencer par le pourquoi en rappelant quelques données d'actualité macroscopique que vous connaissez sans doute, mais qui permettent de situer le débat. Bon, d'abord, sur l'aspect environnemental, voilà l'image sommaire. Ça fait juste 30 ans qu'on parle de développement durable. Rio 92, et encore, ce n'était pas tout à fait nouveau, donc 30 ans, où vous voyez l'inaction s'est exprimée totalement avec l'explosion du CO2. Et aujourd'hui, on est bien pire que le pire des scénarios de 92. Donc, on peut dire qu'on n'a pas été très brillant sur l'aspect de la maîtrise du CO2 et des gaz à effet de serre. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi construire en bois local? Parce que c'est écologique, ça stocke du CO2 et ça évite d'en produire par ailleurs. Donc, on fera le lien, Karine fera le lien avec la nouvelle réglementation
thermique 2020 E+, C-, bâtiment mieux isolé et impact carbone plus faible. Ça, c'était il y a 30 ans. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses qui vont dans le sens aussi de dire pourquoi construire en bois local. Là, vous avez le monde du travail avec le ratio américain, États-Unis, le Labor Force Participation Rate, le taux de participation des gens au monde du travail, c'est-à-dire ceux qui travaillent par rapport à l'ensemble de ceux qui sont sur le terrain. Donc, vous avez ce ratio qui, vous voyez, était de 67%, 2 tiers de la population active travaillait dans les années 2000. Et vous voyez le choc de la crise de 2008, où on a détruit le monde du travail de façon impressionnante. Vous voyez la stabilisation des dernières années aux États-Unis, notamment le travail de Trump, et vous voyez l'effet du Covid, que personne ne discute aujourd'hui, et on assiste en direct à une effroyable destruction du monde du travail, en direct sous nos yeux. Donc pourquoi construire en bois local ? Parce qu'il va bientôt être très nécessaire de produire et de générer du travail dans le monde local. Donc, une immense destruction du monde du travail. Je ne vous dis pas si c'est volontaire ou si c'est involontaire, mais c'est quand même extrêmement spectaculaire. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement à ça, évidemment, avec le Covid et avant le Covid, on a une explosion de la dette. Alors, je vous montre la figure américaine que je n'arrive plus à mettre à jour, parce qu'il faut rajouter 6 cm sur le graphique rouge des 22 000, il faut rajouter 6 cm, parce qu'ils sont maintenant passés à 26 000 milliards de dollars. Et vous avez entendu dans toute l'Europe, la France a un plan de relance à 100 milliards, l'Europe a un plan de relance à 800 milliards, les entreprises ont reçu 10% de leur chiffre d'affaires en PGE, plan garanti par l'État. Donc, on est en train d'exploser le monde de la dette sans que personne ne se soucie de ce qui va se passer plus tard. Donc, vous voyez qu'on a un crash écologique, on a un crash du monde du travail, on a un crash sanitaire, on a un crash de la dette. Et pourquoi je fais le lien avec aujourd'hui ? Parce que ces différents crashs sont préliminaires de quelque chose qui va se passer. Et de quelque chose qui va se passer, certains ont commencé de le définir en appelant le grand reset, le grand réinitialisation de la planète Terre pour arrêter les conneries ou faire autrement. Donc, vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire ce qu'on est en train de vivre là. Et je fais le lien entre la dette et la forêt, puisque la dette, c'est l'argent qu'on n'a pas, qu'on a déjà dépensé, et la forêt, c'est l'argent qu'on n'a pas encore dépensé. Donc, c'est l'exact contraire. Donc, vous avez aujourd'hui le monde fou de la planche à billets et du papier vert, et nous, en face, on propose une vraie devise, la devise mètre cube de bois, qui permet de générer de la richesse, qui permet de générer du travail, qui permet de satisfaire tous les besoins de construction. Donc, vous voyez, pour cette introduction, il y a 30 ans, on parlait de développement durable. Aujourd'hui, 30 ans après, on parle bien au-delà de développement durable, on parle de survie d'un certain mode de fonctionnement de notre société aujourd'hui, avec les différents crashs auxquels elle doit faire face. La grande question va rester, je ne vous donne pas de réponse, est-ce que tout ça est volontaire ou est-ce que tout ça est pas volontaire et un accident de parcours? Je vous laisse décider, ça paraît quand même incroyable de vivre ce genre de choses, mais c'est notre monde. On ne peut pas dire autre chose, c'est la réalité, c'est notre monde. Donc voilà pour resituer le pourquoi construire en bois local et réinventer l'économie. Je suis passé très vite sur le titre, Make Economy Great Again. Oui, il faut réparer et refaire quelque chose de nouveau. Donc voilà pour l'introduction. Je ne sais pas si ça vous amène déjà des premières questions. C'est juste pour situer le débat par rapport à l'actualité. Moi, je me pose la question tous les jours, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui par rapport au monde dans lequel je baigne? S'il n'y a pas de questions, on avance sur la devise bois et la ressource bois, puisqu'on va me dire, oui, mais la ressource bois, on n'a plus de bois. On n'a pas assez de bois. En ce moment, il y a une crise de matières premières, donc il n'y a plus assez de bois. Mais d'une façon générale, Rio 92 a quand même généré le protocole de Kyoto en 97,
Et le protocole de Kyoto a défini le mécanisme propre de stockage du CO2 par la plantation forestière. Alors, depuis 1997, on assiste à une explosion des plantations forestières, ou on a assisté à une explosion des plantations forestières dans la planète depuis 1997 jusqu'à 2015-2020. Aujourd'hui, cette courbe qui monte s'arrête. Elle s'arrête parce qu'on ne peut pas planter indéfiniment, parce que quand on plante, c'est bien, mais 10, 15, 20 ans après, on a du bois. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bois? Donc, on a tellement planté vite, on a tellement fait de la production vite, qu'aujourd'hui, on a un problème. On ne sait pas quoi faire avec ce qui pousse sur les plantations forestières. Et vous voyez l'ordre de grandeur ici. En 2020, on estime à plus de 400 millions d'hectares de nouvelles forêts plantées. 400 millions d'hectares. Ces 400 millions d'hectares vont produire 50 mètres cubes par hectare, 100 mètres cubes par hectare. C'est dans les compétences de ces forêts artificielles. Si je prends 400 millions d'hectares à 25 mètres cubes par hectare, juste 25 mètres cubes par hectare, le niveau le plus bas, j'arrive à 400 millions fois 25, ça fait un gros chiffre, ça fait 10 milliards. 10 milliards de mètres cubes de production de la nouvelle planète forestière. Voilà le débat. Et ces 10 milliards de mètres cubes, ces dernières années, on en a consommé entre 4 et 4,5. Donc, on a planté une puissance forestière phénoménale qui nous génère de la matière première. Cette matière première doit être utilisée. On ne peut pas laisser la forêt debout, elle va tomber avec le vent. Et donc, c'est 10 milliards de mètres cubes. Et si cette forêt produit 10 milliards de mètres cubes par année, eh ben, ça veut dire qu'elle stocke 10 milliards de mètres cubes de CO2, 10 milliards de tonnes de CO2 dans ces cubes de bois. Donc, le mécanisme propre, il fonctionne. La planète forestière a réduit de 10 milliards de tonnes par année la production de CO2. Mais évidemment, ça ne suffit pas puisqu'on n'a presque rien fait d'autre. Donc forcément, le problème, il reste permanent. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a une nouvelle planète forestière qui a été plantée. Elle n'a pas été plantée en Rhône-Alpes. Cette planète forestière, elle génère de la ressource. Cette ressource, elle n'a pas grand-chose à voir avec la forêt des Alpes et de sapins épicéas que vous connaissez, mais elle est quand même là pour produire de la pâte à papier, de la cellulose, du panneau, tous ces éléments-là. Et je vous donne un exemple. Si vous allez dans les magasins de mobilier de jardin, vous verrez des salons de jardin en teck. Vous prendrez la chaise en teck avec votre petit doigt, vous la soupèserez et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, le teck qu'on utilise dans ces salons de jardin, ce n'est exclusivement du teck de plantation. Donc, nous, on a une forêt primaire qu'on entretient, qu'on développe, qui produit de la ressource. La ressource qu'elle produit en Rhône-Alpes, on n'en utilise même pas la moitié, donc on a le même problème que cette nouvelle planète forestière. Aujourd'hui, la matière première, elle est sécurisée, on a une épargne, on a de l'argent qu'on n'a pas dépensé, c'est l'exact contraire de la dette folle qu'on a générée ces 30 dernières années. Donc ça, c'est pour répondre à la double question, pourquoi construire en bois local? Pourquoi construire en bois tout court pour économiser le CO2? Donc, en Rhône-Alpes, on doit développer notre filière bois local parce qu'un jour, ces produits plantations forestières vont venir sur le marché et vont venir à des prix cassés, venir combattre la ressource locale. Donc, il faut qu'on ait une anticipation de ces phénomènes macroscopiques sur le monde forestier. Je ne sais pas si ça amène des questions, ce sujet-là. En général, c'est un débat très passionné de parler de la ressource forestière et de la déforestation. Aujourd'hui, la déforestation ralentit. On est quasiment à l'équilibre entre ce qu'on perd et ce qu'on plante. Mais bien entendu, les forêts qu'on perd ne stockent pas de CO2 parce qu'elles sont à l'équilibre. Et les forêts qu'on plante génèrent un paquet de stockage de CO2 parce que c'est de la production nette de mètres cubes. Voilà le pourquoi. Ça, c'est juste l'introduction sur le pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? J'ai schématisé ce document, ce schéma, qui est basique, mais aujourd'hui, être basique, c'est être moderne et être futuriste. Être basique, c'est juste rappeler les choses qui marchent, parce que ce qu'on nous propose est complètement délirant. Donc voilà, aujourd'hui, on doit faire de la réelle valeur ajoutée sans papier-monnaie, avec le projet qui est le centre. Autour de ce projet, on met des designers, des concepteurs, on met des ingénieurs,
on met les matériaux, on met les constructeurs et on fait de l'économie intégrée, de l'économie circulaire intégrée, où tout le monde participe à la production de richesse et pas à l'effacement de la valeur travail par la monnaie papier. Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai fait une première vie universitaire à l'École polytechnique de Lausanne entre 85 et 2000, 15 ans, où j'ai développé plusieurs systèmes constructifs en bois et des systèmes constructifs en bois spécialement adaptés et spécialement écologiques pour être adaptés à une ressource basique, la plus basique possible, c'est-à-dire par l'utilisation, en gros, de la planche de bois massif. Donc, ces matériaux, je vous donne le schéma ici pour les maîtres d'œuvre notamment. Vous êtes bien au courant maintenant de l'évolution du produit bois, du produit ligneux, du produit bois, du matériau bois ces 30 dernières années. Avant, on avait le bois massif, pas sec, pas raboté, et le bois lamellé collé, droit ou courbe. Aujourd'hui, on a des bois lamellé collés standards sur stock, produits dans le monde entier, des bois micro-lamellés, que vous avez là, notamment les Kerto, les CLT, la nouvelle star, les CLT, les bois contre-collés en plaques, les bois massifs reconstitués, avec le bois abouté, le duo. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Voilà avec quoi on peut travailler aujourd'hui. Et évidemment, nous avons développé, nous, des systèmes qui permettent de travailler avec le bois le plus bas possible, le plus primitif possible. Et aujourd'hui, c'est le bois abouté, séché, raboté, abouté, donc avec juste un petit aboutage en colle, et le reste, c'est une grande planche. Une planche qui va faire 10 mètres, 12 mètres, 14 mètres, jusqu'à 16 mètres. Et on va développer différents systèmes constructifs. Je vous balaye rapidement nos systèmes, les dalles Vénus en W, les planchers opportunes qui sont les plus connus, une planche vissée vers le haut, une planche vissée vers le bas qui vous fait un plafond et une structure par vissage, donc on ne colle pas, on visse. Le bois béton avec le béton en chape de compression et le bois en traction. Les fers Marianne avec le moins de matière possible sur l'assemblage astucieux de ces éléments de bois massif. Et même les faux plafonds acoustiques de type Noeco, où c'est une latte avec une mousse acoustique qui permet de faire de la correction acoustique dans les salles de classe ou dans les écoles. Donc, voilà notre site à La Rochette, le site Ecoteam Lifteam, l'usine Ecoteam qui préfabrique nos systèmes et l'entreprise Lifteam qui gère les travaux en macrolo ou en tout corps d'état pour développer des concepts qui font appel au bois massif et au bois massif local. Alors, voilà, la charpente de notre usine est une charpente tirée de l'idée de la charpente japonaise, des fers Marianne en treillis avec le moins de matière possible, 35 mètres de portée, des chevrons, des lattes et des lattis avec une mousse rigide dessus qui fait acoustique et un lattis 1 sur 2 au niveau de la toiture, on appelle la toiture japonaise. Voilà les 35 mètres de portée sur poteau bois 4 branches avec ce lattis acoustique qui supporte une toiture avec une couverture en membrane. Donc, il n'y a pas 1 kilo d'acier sur le toit de ce bâtiment. C'est une membrane en caoutchouc recyclé et donc qui fait office de couverture. Et la fer Marianne que vous voyez là, c'est un treillis qui utilise le moins de matière possible, parce qu'on va être économe sur la matière pour être économe sur l'énergie, le moins de matière possible avec des nœuds d'assemblage renforcés avec des contreplaqués. Tout ça est cloué ou vissé et on fait donc des fermes de très grande portée. Là, c'est 35 mètres. Tout à l'heure, je vous montrerai 46 mètres à Montélimar, à Donzère. Mais avant ça, je vais vous expliquer ou vous faire un schéma, un raccourci sur l'intérêt de l'économie locale quand je fais une comparaison entre cette charpente Ariane et sa concurrente, la charpente en métal. Donc aujourd'hui, si je fais une charpente en Ariane, treillis, avec une portée de 20 mètres, je vais préfabriquer des poteaux 4 branches et des treillis et je vais les vendre. Je vais les vendre environ 20 € le mètre carré. C'est une donnée. 20 € le mètre carré, c'est le prix du marché, plus ou moins. Je vais faire ce portique en bois avec le moins de matière possible. Je vais utiliser 2,67 mètres cubes de bois. 2,67 mètres cubes.
Donc, je vais stocker moins 2,67 tonnes de CO2, puisqu'un mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2. Donc, j'utilise 2,7 mètres cubes, je stocke 2,7 tonnes de CO2. Je vais dépenser 1,8 gigajoules d'énergie pour faire ce portique, parce que je vais dépenser 1,5 mégajoules par kilo de bois. C'est l'exploitation, le rabotage, le séchage, la préparation. C'est une donnée de base sur le bois massif, 1,6, 1,5 mégajoules par kilo. En lamellé-collé, je passe au double, à 3 mégajoules par kilo. Donc, ça me donne, en fonction des mètres cubes que je vais faire, ça me donne une énergie consommée de 1,8 gigajoules. Je vais générer de la main-d'œuvre. Je vais générer 2 pôles, 2 postes de main-d'œuvre. Je vais générer 5 minutes d'ingénierie pour faire les calculs et les plans de ce treillis et 12 minutes de travail pour préfabriquer ces éléments. Donc, je vais générer 17 minutes de travail par mètre carré. Donc, vous avez là le bilan socio-écologique, économique de la ferme Ariane. Pour 20 mètres de portée, il me faut 2,7 mètres cubes. Je consomme 1,8 gigajoules d'énergie. Je génère 17 minutes de travail et j'ai stocké du CO2. Maintenant, je regarde le concurrent en métal. Le concurrent en métal, c'est mal barré, il est moins cher. Il était moins cher, en ce moment il remonte, mais il était moins cher depuis 10 ans. 18 € par mètre carré. C'est con pour nous, si le métal est moins cher, il va gagner. Pour faire ce portique de 20 mètres de portée, je vais utiliser 2,4 tonnes d'acier. 2,4 tonnes d'acier. Ou moi, j'utilisais 2,7 mètres cubes. Eux, ils utilisent 2,4 tonnes d'acier. On va consommer à 41 mégajoules par kilo d'acier, on va consommer 100 gigajoules d'énergie. 100 gigajoules. J'étais à 1,8, je consomme 100. Facteur 50. Facteur 50 sur l'énergie. Main-d'œuvre. Je vais générer pas beaucoup de main-d'œuvre d'ingénierie, parce que c'est du standard, les profilés, 0,5 minutes, et 2 minutes d'assemblage, de taille, de coupe, d'assemblage et de préparation des équerres. Donc, je vais générer 2,5 minutes par mètre carré. L'acier est hautement industrialisé, alors que le bois débute son industrialisation. Et en CO2, étant donné que je produis 1,5 kg de CO2 par kilo d'acier, 2,4 tonnes fois 1,5, ça me fait 3,6 tonnes de CO2 produit. Donc, voilà le bilan de mon produit portique avec de l'Ariane qui est trop cher à 20 € par mètre carré, qui utilise 2,7 mètres cubes de bois local qu'on a, qui consomme 1,8 gigajoules, qui génère 17 minutes et qui stocke du CO2. Mon concurrent est moins cher, il produit 3,6 tonnes de CO2, il consomme 100 gigajoules, il donne quasiment pas de travail, mais magie, il est moins cher. Donc il gagne, le bois a perdu. Pourquoi construire en bois local? Pour essayer d'arrêter de perdre contre l'acier. La question est toute simple. Mais vous voyez bien un immense dysfonctionnement, c'est que dans le prix des 18 € par mètre carré, il n'y a pas la pollution, la consommation d'énergie, la destruction du monde du travail et la valorisation. À quoi ça sert? Aujourd'hui, les 2 minutes, elles vont disparaître, c'est les robots qui vont faire le job. Donc, ça ne va pas nous servir à grand-chose, mais point de départ, on n'est pas compétitif. OK, vous êtes sûr? Sandoz, est-ce qu'on n'est vraiment pas compétitif? On va regarder l'économie sociale solidaire, l'économie locale intégrée. Qu'est-ce qui se passe avec mes charges sociales? Eh bien, sur ces 20 € qui génèrent 17 minutes par mètre carré de travail, mes 17 minutes par mètre carré, mes 17 minutes vont générer une charge sociale. Si j'ai un coût de l'heure à 30 €, 30 € de l'heure de travail, mes 17 minutes, elles vont être générées une charge sociale qui va être payée par ce monde du travail. Donc, mes 17 minutes vont être associées à 15 € par heure de charge sociale. 15 € par heure pour 17 minutes, ça me fait 4,25 € par mètre carré de charge sociale. Ce prix Ariane, en économie locale, va coûter 20 €, mais va distribuer 4,25 € par mètre carré à l'économie locale, aux URSSAF qui vont diffuser aux retraites et ainsi de suite. 4,25 € du mètre carré. Ça veut dire que mon prix sociétal de mon portique bois
en plus de l'écologie, en plus de l'économie d'énergie, en plus du stockage de carbone, il finance l'économie locale à 4,25 € par mètre carré. Donc, si je déduis le vrai coût de ce portique à 20 moins 4,25, j'obtiens un prix sociétal à 15,75 parce que les 4,25, ils ne sont pas perdus, ils sont utilisés dans l'économie locale. Donc, mon vrai prix sociétal, il est à 15,75. Je regarde l'acier qu'on vient d'importer, il coûte 18 € toujours, il génère 2,5 minutes de travail, comme avant. À 15 € de l'heure de charge sociale, eh bien, je génère 62 centimes de cotisation sociale. 62 centimes. Là où le portique bois paye 4,25 € d'économie locale, l'acier, 62 centimes. Donc, le prix sociétal de l'acier, il est à 18 moins 62 centimes, à 17,37. Et maintenant, vous voyez que si je regarde avec des vrais yeux l'économie locale, l'économie circulaire, eh ben, j'ai le bois qui coûte 15,75 € par mètre carré et j'ai l'autre qui coûte 17,37, soit plus que 10% plus cher. Et là, vous avez sous les yeux l'effroyable anomalie de l'économie globale où on laisse entrer des produits au prix du marché sans s'occuper de l'impact sociétal, ce qui est une aberration totale. Comment peut-on importer de l'acier qui coûte 17 € à la place du bois local qui coûte 15 €? Comment peut-on le faire? Eh bien, on peut le faire parce que certains s'amusent à ce jeu. Donc, vous avez là l'économie locale. L'économie locale, elle fonctionne. Elle est autosuffisante. Elle a la matière première. Elle génère du travail. On finance des services sociaux avec ce travail. Donc, on a la démonstration de la véritable économie. Et en face, vous avez les anomalies spectaculaires de la globalisation sans prendre en compte l'impact sociétal du monde du travail. Voilà ce qu'il faut bien comprendre quand on dit l'économie locale. Et vous voyez, c'est bien pire que ce que je vous montre ici. C'est bien pire, pourquoi? Parce que le bois local de mon portique Ariane, qui a généré 4,25 € de charge sociale chez moi et Cotim, eh bien, il va générer 2 € par mètre carré chez le scieur, il va générer 1 € chez le charpentier, le bûcheron. Donc, j'ai le triple effet. J'ai le triple effet sur l'emploi du bois local, la construction bois préfabriqué, la scierie, le monde forestier. Donc, j'ai un triple effet sur l'emploi, j'ai un triple effet sur le service social qui est financé par la filière bois. Et qu'est-ce qu'on nous met en face? De l'acier pas cher. Donc, on est dans l'aberration la plus totale. Ce n'est pas de l'économie. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce n'est pas de l'économie. Et donc, on est dans l'aberration, et je vous l'ai dit en introduction, non seulement on est dans l'aberration, mais on est dans des mécanismes effroyables de destruction de la planète, du monde du travail et de l'endettement. Donc, il y a quand même un problème sérieux, et nous sommes là, nous, pour anticiper ce grand reset, puisque maintenant on parle du grand reset, de la grande réinitialisation, la grande arnaque, où avec du faux papier, certains veulent privatiser la vie sur Terre et réinitialiser le monde. Donc, on doit anticiper les trucs qui marchent pour faire de la résistance contre les débilités qui ne marchent pas et qui sont en train de nous emmener dans le mur collectivement. Donc, voilà sur l'aspect sociétal ce que je voulais vous expliquer numériquement sur l'intérêt de l'économie locale intégrée. Donc oui, maintenant, je vais vous montrer comment. Pourquoi construire en bois, vous avez compris. Comment, en bois local, quand je vais dire bois local, je dis bois local ici à Rieux-la-Pape, avec un gymnase, salle de sport, mais je dirais ici à Paris avec du bois français, je dirais ici à Nice avec du bois français, je dirais ici en Guyane avec du bois guyanais, je dirais ici en Suisse avec du bois suisse. Donc on est intégré, on développe l'intégration locale, régionale avec la ressource, et ben oui, il faut mieux du bois que de l'acier, et il vaut mieux du bois français que du bois étranger, et il vaut mieux du bois qualité Savoie que du bois français quand je construis à Rieux-la-Pape. C'est une chaîne de valeur, et cette chaîne de valeur, il faut l'optimiser sur tous les postes. Et Sandoz y rajoute, et avec le moins de matière possible, pour réduire encore la consommation énergétique qu'on aura. Donc construire en bois, c'est bien. Construire avec le moins de bois possible, c'est mieux. Construire avec le bois massif local le moins possible, c'est l'optimisation qu'on peut faire. Donc, vous voyez que la chaîne de valeur, on peut la tricoter si on est objectif et qu'on cherche un but commun.
Rieux la Pape, 36 mètres de portée, avec des treillis lamellés. L'isolation en paille, voilà une autre intégration. Les isolants biosourcés pour réduire l'impact carbone, pour faire du C1, C2 tout à l'heure avec Karine, on va utiliser la boîte de cellulose et la paille, les matériaux les moins énergivores. Voilà la salle de Donzère qu'on vient de livrer avec Techné Architecte, 46 mètres de portée sur des treillis en mouche à rabier, en poutre en mouche à rabier. Donc voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec du bois local, avec du bois des Alpes, transformé, collé à Rumilly, donc pour arriver à faire ce genre de bâtiment passif, isolé en paille, donc pas gourmand en énergie au niveau de l'exploitation, très lumineux pour réduire les besoins d'éclairage artificiel et permettre l'éclatement du sport. Voilà les phases travaux. Voilà aujourd'hui un autre exemple, ça part de chez nous, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux CBS Lift Team, vous voyez des fers Marianne qui quittent l'usine pour aller à Saint-Baldoff pour le siège français, le siège France de Coffen, les fours à granulés d'origine autrichienne, le siège de Coffen France. Et Coffen France, qui travaille avec des chaudières à granulés bois, a une philosophie de bois local, nous a demandé de construire son bâtiment en bois local. Des fers Marianne, des poteaux 4 branches, en bois massif local. Un autre exemple, la place de la Libération à Annemasse, qu'on a construit il y a quelques années avec Unanime Architecte. La place de la Libération d'Annemasse, qui est un espace de vie un peu sympa, parce que la ville d'Annemasse en propose peu, et ceux qui connaissent, s'il y a le CAUE, je pense qu'il sera d'accord avec moi sur l'urbanisme d'Annemasse. Cette place de la Libération propose un espace d'expérience humaine avec du Douglas Rhône-Alpes. Donc voilà, je vais traverser les concepts qu'on a développés pour utiliser du bois massif local par rapport au bois lamellé ou contre-collé CLT. Et vous me voyez déjà venir que je vais vous dire que construire en bois, c'est mieux que construire en béton. Construire en CLT, en bois lamellé, collé, croisé, c'est mieux que construire en béton. Mais construire en planche massive par rapport au CLT, bah, c'est aussi mieux parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie et ça génère beaucoup plus de travail. Donc voilà la dalle opportune qu'on développe beaucoup avec un peu les plafonds à la française, avec un plafond offert dans l'espace inférieur, une chape flottante, tout le traitement de tous les paramètres acoustiques, le bruit d'impact, le bruit aérien, le confort acoustique dans la salle. Des exemples très larges, si vous allez sur notre site, vous prenez le book d'architecture bois, le book de nos projets. Voilà ici le pôle de Courbevoie avec des dalles de 9 mètres de portée, du bardage mélèze. Voilà un amphithéâtre, 16 mètres de portée, dans le 12e à Paris, Reuilly, 250 places, 16 mètres de portée. L'image, le résultat livré. Fantastique acoustique pour la salle de l'amphithéâtre où on donne des cours dans cet espace sans micro. On fait du théâtre sans micro, on joue de la musique sans micro, acoustique exceptionnelle. Il faut que j'accélère. Le bois béton jusqu'à 18-19 mètres de portée. Voilà, 13 mètres 80 de portée en 2006, il y a 15 ans. Regardez bien l'image, 15 ans après. Le bar, le Scopiton, que vous pouvez aller boire un café de ma part. 13 mètres 80 de portée. On est aujourd'hui au record à 19 mètres 30 sur la très grande portée sur une école de Luxembourg. 19 mètres 30 en plancher horizontaux. La même chose, mais dans une version déclinée, le Solidium. Là, j'enlève un peu de matière, donc j'économise un peu d'énergie, j'économise un peu de prix, je gagne en compétitivité, par exemple pour des bureaux, par exemple pour des espaces de bibliothèque ou autres, si je veux chercher l'économie. Et un exemple d'économie intégrée avec notre CBS Guyane, le projet Titan à Kourou, Titan pour la navette spatiale, qui est construit intégralement en bois, structure bois local, avec l'angélique local bois dur, sur 3 niveaux, 3 étages, avec du bois local sélectionné pour sa performance locale, en très haute performance, en D70 pour ceux qui connaissent les normes bois feuillu. Donc l'utilisation du bois local, on a une ressource, on l'utilise et on fait de l'architecture bois avec JAG Architecte sur des solutions totalement intégrées.
Donc, bois local, ça veut dire bois des Alpes, ça veut dire bois Rhône-Alpes, mais ailleurs, je vais utiliser aussi un réflexe de bois local. Saint-Jean-d'Arvey, qui vous sera présenté par l'architecte Vincent Roch ces prochains jours, qui fait appel à 100% de bois de la forêt de Saint-Jean-d'Arvey. Là, avec Jean-Claude Monat à l'époque, Jean-Claude Monat qui était visionnaire sur les exemples de construire en bois local, qui est la racine du séminaire qu'on a aujourd'hui. Jean-Claude Monat qui s'est battu il y a 10-15 ans sur ce portage du bois local. Et je rends hommage à sa vision de l'époque. Ici, non seulement on a construit Saint-Jean-d'Arvey, l'école et l'extension municipale en bois local de la commune, mais on a fait appel essentiellement au sapin, qui est le bois délaissé de nos forêts, et au mélèze, donc avec une valorisation en haute performance mécanique. On a testé les arbres avec notre Sylvatest, appareil à ultrasons qu'on a développé, c'était ma thèse il y a 30 ans, le Sylvatest qui permet de mesurer la performance du bois et de classer le bois en haute performance pour en utiliser moins. Là, je suis dans le réflexe, moins de matière pour moins d'énergie, mais plus d'ingénierie. Donc, je trie mes sapins, je classe mes sapins, je débite ce qu'il me faut en haute performance pour faire les planchers de 8 mètres de portée avec des planches de 8 mètres séchées à botter et des menuiseries en mélèze. Aujourd'hui, construire en bois, c'est aussi prendre le marché de la menuiserie extérieure. Tout à l'heure, je vous ai montré le portique bois compétitif contre le portique métal, mais on a la même chose en menuiserie extérieure. La menuiserie bois est extrêmement compétitive par rapport à la menuiserie alu, avec les mêmes avantages que tout à l'heure. Donc, nous développons des menuiseries bois, et à Saint-Baldolphe, pour Eucofen, on a des menuiseries bois qui viennent d'MCD, donc transformées localement. Donc, on continue le process, y compris dans les menuiseries extérieures. Vincent Roch vous présentera le projet Saint-Jean-d'Arvey, donc je ne vais pas m'arrêter dessus. Je viens tout de suite sur la dalle opportune dans le logement. Je vais faire un balayage maintenant du logement, de l'utilisation du bois en logement, en plancher et en mur. En plancher, vous l'avez là. En mur, le voilà, en ossature bois avec isolant ouate de cellulose ou laine de bois, donc biosourcé. Mur ossature bois en 200 d'épaisseur avec un doublage intérieur. Voilà du logement social en 2014 à Montreuil qui a eu l'équerre d'argent, le prix de la première œuvre pour les architectes et l'architecture, équerre d'argent en 2014. 35 logements sociaux au prix du marché avec des plafonds, des planchers bois et des murs ossature bois et du bardage bois. Un bardage bois autoclavé en noir, un pré-grisement, si vous voulez, un pré-grisement extrême anthracite, pré-grisé en noir, qui a superbement bien vieilli aujourd'hui. Et là, je vais vous faire une petite balance de l'intérêt socio-économique écologique entre le logement bois et le logement béton traditionnel. Avant, je vous fais le balayage qu'on a vu avant sur l'énergie consommée par les matériaux de construction. Quand je considère le bois résineux indigène comme mon référentiel à 1, eh bien, par rapport à ce bois résineux local, bois qualité Savoie, en béton, je vais consommer 4 fois plus d'énergie, en briques 6, en verre 24, en acier 60 fois plus d'énergie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le portique bois et le portique métal, en aluminium 250 fois plus d'énergie. Donc vous voyez que la menuiserie bois contre la menuiserie alu, c'est spectaculaire, c'est un facteur 250 sur l'énergie, 800 pour le titane, 4000 pour les fibres en carbone. Vous voyez qu'on n'est pas prêt de construire en fibre de carbone en Rhône-Alpes, c'est le délire total d'un point de vue énergétique. Donc maintenant, je vous fais une analyse. Tout à l'heure, je vous ai analysé le portique bois contre le portique métal. Maintenant, je vous analyse le mètre carré de logement en bois par rapport au mètre carré de logement en béton armé. Pour faire un mètre carré de logement, il me faut 0,5 mètre cube de bois. 1 mètre carré de logement égale 4 mètres carrés de logement égale 1 mètre cube. 1 mètre cube de bois égale 4 mètres carrés de logement en mur, structure, bardage, quand je fais l'exemple que je viens de vous montrer. 1 mètre cube, 4 mètres carrés. En béton, 1 mètre cube de béton, 3 mètres carrés. Il me faut plus de volume de béton que de bois pour faire 1 mètre carré de logement. C'est la donnée de base. Après, je décline ça pour mes logements
Je décline ça pour mes 2000 m² de logement à Montreuil, si je l'ai fait en bois ou si je l'ai fait en béton. J'ai toujours du stockage carbone d'1 tonne de CO2 stocké dans le mètre cube de bois. Et dans le mètre cube de béton, je vais avoir la production de CO2 avec le ciment qui produit du CO2 et avec l'armature qui produit du CO2. Donc, je vais avoir le CO2 consommé en bois, le CO2 produit en béton et l'énergie consommée en bois, l'énergie consommée en béton armé. Voilà le CO2. Quand je fais mes 2000 m² de chab de logement social à Montreuil, avec l'exemple du projet noir et l'architecture, je stocke 500 tonnes de CO2. Si je le fais en béton armé, je produis 610 tonnes de CO2. Donc, quand je construis en bois, 500 tonnes stockées, bah, je stocke 1/4 de tonne par mètre carré, puisqu'il me faut 1/4 de mètre cube. Je stocke 1/4 de mètre cube, 1/4 de tonne de CO2 par mètre carré de chab, alors que je produis du CO2 avec le béton armé. Je continue avec l'énergie. Je consomme pour mes 2000 m², je consomme 750 gigajoules et en béton armé, j'en consomme 23 000 gigajoules. Facteur 25. On retrouve l'écart qu'on avait tout à l'heure sur l'énergie entre le ciment et l'acier par rapport au bois. Donc, vous voyez, les bilans sont colossaux. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à développer l'alternative de la construction en bois écologique avec le bois massif. Les surélévations, ici, on est à Paris-Tolbiac. En surélévation, non seulement je stocke le CO2, non seulement je génère du travail, non seulement j'ai le triple effet sur l'emploi de la filière bois locale, mais en plus, quand je fais une surélévation, j'ai pour un niveau de construction bois, je vais générer une charge, y compris exploitation, de 350 kg par mètre carré, 350 kg par mètre carré, y compris exploitation, pour un logement en bois, contre 1,1 tonne en béton. Je suis 3 fois plus léger avec la construction bois, 3 fois plus léger. Donc, je vais faire des économies de fondation ou des économies sur bâtiments existants. Là, je pouvais construire un étage en béton à cause des charges. Là, je peux en construire 3. Pour la même charge, j'en construis 3. 3 niveaux de surélévation contre un niveau en charge de construction béton. Donc, vous voyez, non seulement j'ai tous les avantages écologiques et travail, mais en plus, je suis léger, j'économise les fondations. Donc, j'économise l'énergie sur un autre poste, sur le poste fondation. Le montage en préfabrication, le bardage posé à l'atelier, c'était du logement social, mais on ne va pas faire que du logement social économique. On va vous faire du logement accession. Voilà un programme de 62 logements qu'on livre actuellement en Chanteloup-en-Brie, en bois local, avec des dalles opportunes. BEPOS, énergie positive, BIM, 3B, BIM, bois, BEPOS, du logement en accession primo-accédant. Magnifique programme avec les architectes CMEIO à Montreuil. Ça, c'est livré. Vous voyez qu'on livre de l'architecture qui s'intègre en urbanisme avec autre chose que du bois en bardage. Là, on est sur une commune qui ne veut pas de bois en bardage. On fait de la ossature bois avec un enduit et on obtient un magnifique projet livré dans les prix du marché. Prix du marché, avec un parking en béton R-1. On peut aller dans l'accession haut de gamme. Ici, on est dans le 15e avec Marie Schetzer. Dans le 15e, 6 lofts en accession à 15 000 € le mètre carré vendu, 15 000 €, alors que j'ai 2 000 € de coûts de travaux, 2 000 € de coûts de travaux de chab, 15 000 € vendus. Cherchez l'erreur de la planche à billets financière. Mais on livre du haut de gamme en bois local avec de la peinture garantie 15 ans sur le bardage. Donc, magnifique programme pour vous montrer qu'on peut s'adapter au marché dans toute la gamme construction bois. Ici, un rappel de maisonnette pour une école à Pertan-Gâtinais avec du bardage bois posé en point de Hongrie, qui a reçu le prix national 2019, prix national d'architecture, pour des jeunes architectes, Trax Architectes, qui étaient nommés au prix de la première revêture d'argent, nominés mais pas gagnés, c'est le béton qui a gagné, gagne 9 fois sur 10, bien évidemment. Trax Architectes, magnifique programme. J'accélère, on ouvre la grande hauteur.
Là, on est sur des logements étudiants, chambre étudiante, 108 places, noyau béton, mur manteau, bois, niveau passif, bardage bois pré-grisé, menuiserie PVC à l'époque, pour des raisons d'économie. Bien entendu, c'est une aberration. On cherche, nous, l'économie pour la garder en bois. À l'époque, en 2015, on n'avait pas réussi. Il fallait trouver des économies pour construire au prix du marché. Les programmes d'aujourd'hui, pour vous montrer l'évolution de notre monde dans la recherche de l'écologie, un programme avec LA Architecture toujours, dans le Paris 20e, Paul Meurice, quartier Paul Meurice, 60 logements. On est ici en isolant fibre de bois et sur le socle ici, de niveau de socle, en panneau rigide laine de bois de type Pavatex avec enduit à la chaux. Panneau rigide isolant bois avec enduit à la chaux pour un niveau dur du socle et en haut du bardage bois en forme de rizière avec des terrasses intégrées en forme de rizière avec des étages qui se reculent. Magnifique programme avec le promoteur Gibois. C'est en travaux. On est en train de faire le -1 pour l'instant et ça monte. Donc, vous voyez ici, on est avec la construction bois local, plancher bois, mur bois, ossature. Le biosourcé, la menuiserie bois, l'isolant avec même des plaques de terre dans les cloisons, des plaques de terre à la place du placo-plâtre. Donc, une intégration incroyable de l'innovation environnementale sur ce programme généré dans Paris 20e avec du loft, là aussi vendu à 10 000 € le mètre carré. Voilà l'espace intérieur, la grande richesse intérieure de ce genre d'architecture. Voilà un R+6, pareil, en travaux noyau central en béton avec l'ascenseur, en travaux dans le Paris 19e, ici, pour une filiale de Nexity en accession, avec de la briquette en mur. Vous voyez qu'on est totalement intégré en urbanisme. Toiture zinc, briquette en mur. Et pour finir, la grande hauteur à Nice, l'immeuble le plus haut en bureau aujourd'hui, en R+10 à Nice, avec un exosquelette en métal. Ce n'est pas très environnemental, mais il y a une recherche des architectes Architecture Studio pour créer des espaces extérieurs dans cette tour. Conception noyau central, ascenseur escalier de secours en béton et structure en bois, mur, plancher en CLT. Nexity a voulu faire ça en CLT, donc il a voulu, on l'a fait. Plafond visible en CLT, mur visible en CLT, isolation par l'extérieur, 10 niveaux, 10 plateaux, accrochés sur ce noyau béton, poteau-poutre visible dans les bureaux, dans l'espace intérieur, stable au feu 1 heure, tout ça est coupe-feu 1 heure, stable au feu 1 heure. Préfabrication avec le CLT, nous avons assemblé sur place ces panneaux, nous n'avons pas fait un CLT pour creuser un trou, nous avons assemblé des petits morceaux pour créer un grand mur, le levage par l'intérieur, le bâtiment qui monte, le résultat final magnifique espace intérieur de bureau, c'est le premier immeuble de bureau en France labellisé E3C2 pour Karine tout à l'heure, avec du bois visible en intérieur et en CLT, bois français. On a tenu chez nous à utiliser le bois français fourni aujourd'hui par l'Alsacien Schilliger et maintenant il y a Pifto qui en fait aussi. Donc vous voyez qu'on peut même aller jusque-là pour intégrer des magnifiques espaces. L'espace extérieur magnifique aussi avec les coursives qui créent des espaces tampons avec des passerelles d'accès pour aller à l'étage. On passe par l'extérieur, pas par l'ascenseur. Donc, vous voyez l'architecture bois, le développement actuel des immeubles de grande hauteur en très grand boom où on fait appel au CLT. Mais nous, Lifteam, on propose mieux que le CLT, on propose le bois local en planche avec la dalle opportune. Quand je fais les planchers opportunes ici par rapport au CLT que j'ai consommé, j'économise sur l'ensemble de ces planchers 376 mètres cubes de bois. 376 mètres cubes de moins quand j'utilise des planches massives par rapport à du lamellé collé horizontal. Vous voyez l'impact énergie et l'impact bois local. Donc, impact compétitif. J'étais moins cher avec la dalle opportune pour Nexity, mais Nexity avait vendu un plafond plan, un plafond plat, donc il a voulu garder le plafond CLT et il m'a dit la dalle opportune, ça sera pour une autre fois. Et il a mangé la moins-value. Il a eu le choix. Mais 376 mètres cubes de moins en plancher et en mur, si je le faisais en mur caisson par rapport au CLT, j'économisais 174 mètres cubes de bois. Au total, sur cette opération,
j'économise 500 mètres cubes de bois si je fais, avec le bois massif, nos solutions de murs, caissons et de planchers opportunes par rapport au CLT. Donc, vous voyez les impacts de plus d'ingénierie, moins de matière, plus de travail, quand je pousse à l'extrême dans l'ingénierie. Et c'est ça qu'on veut faire. Voilà l'exemple en conclusion avec Marc Rollinet pour la chapelle des Diaconesses de Reuilly à Versailles, une chapelle à l'intérieur d'un bâtiment en verre, corbeille inversée en planche plissée, où là, je génère une coque corbeille inversée avec 8% de trous, une forme ovoïdale, patatoïde, zéro symétrie. La sœur nous a demandé zéro symétrie, l'abstraction totale pour discuter avec Dieu. Voilà l'espace intérieur. Il y a quelques lignes qu'on n'a pas pu effacer dans la coque en 2006-2007. Et donc, l'espace de la chapelle intérieure, la lumière fut, la lumière nous guide vers quelque chose de plus haut, vers plus de bois local dans l'économie sociale intégrée. Et donc, en conclusion, eh bien oui, on peut faire une économie great again, on peut relancer l'économie circulaire intégrée, E3C, E3C2, E plus C-, par rapport au délire actuel. Et cette économie, on va la faire avec la ressource naturelle locale, avec plus d'ingénierie, moins de matière, plus de travail, moins de matière. La première énergie, la première matière première est le travail humain. Et on fait la démonstration chez nous qu'avec l'ingénierie, je génère du travail pour générer moins de matière. Moins de matière, moins d'énergie, plus de travail, plus d'emplois, plus d'entreprises PME locales. La ressource locale, circuit court, triple effet avec le bois, construction bois, scierie, forêt. Et avec ça, je génère donc un emploi durable, une économie durable. Ça, c'est le bilan de ce que je voulais vous montrer, de comment construire en bois local pour demain et comment faire de la résistance par rapport au délire actuel, comment faire de la résistance et montrer qu'on sait faire. Ce n'est pas la peine de nous balancer des anomalies globales, on sait faire en économie intégrée locale. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais je pense qu'il y en aura peut-être maintenant ou plus tard. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet CBS Live Team, au niveau de nos différentes entités. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour Karine. Et je vous remets la parole, Thibaut, pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Jean-Luc. Alors en effet, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais donc il y a quand même Monsieur Pierre Desronziers, donc où il y a globalement 3 questions. La première, c'est qu'en effet, on a parlé de ce critère sociétal qui fait que le prix du bois passe en dessous, par exemple, du prix du métal. Le problème, c'est que ce critère n'est pas intégré sur les marchés. Alors peut-être comment faire en sorte qu'il soit intégré, première question. C'est bien sûr une bonne question aujourd'hui, mais vous voyez que ça passe, je m'adresse aux maîtres d'ouvrage là, qui sont sans doute en ligne pour une partie. Bien sûr, ça passe par une décision initiale de dire « je veux développer le circuit bois local, l'économie sociale circulaire ». Donc maintenant, regardez comment ça serait assez simple avec nos maîtres d'ouvrage. Quand je suis en bâtiment public, j'ai le droit d'exiger, comme l'a fait Jean-Claude Monin, de travailler en circuit court avec la matière première locale. Les Suisses le font, les Autrichiens le font, le Vorarlberg le fait, Jean-Claude Monin l'a fait. Donc aujourd'hui, avec l'argent public, vous voyez l'anomalie ? Je construis des portiques en bois et Cotim et je paye 4,25 € du mètre carré de charge sociale. Ça va dans les caisses publiques. Avec ces caisses publiques, je fais des écoles et l'école que je fais avec cet argent du travail français, je le fais avec des matériaux étrangers. Donc, je saigne l'économie locale en prenant la charge sociale des Cotim pour importer du métal chinois et créer une école en métal. On est dans l'aberration la plus totale. Donc, avec l'argent public récolté par le travail français, on ne devrait utiliser et consommer exclusivement que du travail français et de la matière première française. Donc, le maître d'ouvrage a le droit de dire « je veux construire en bois local parce que j'utilise l'argent public ». Et à partir de là, la chaîne est lancée, on le fait le job. Vous voyez, aujourd'hui, on est compétitif. Malgré toutes ces anomalies, on est compétitif parce qu'on bosse comme des fous, comme des cinglés pour intégrer tout ça. Donc, on sait le faire. Ecofen m'a dit, bois local. Je lui ai remis 3% de budget. Il m'a dit, je paye. 3% le delta de prix. Donc,
On y est quasiment, on y est tous les jours, on n'y est pas encore assez, c'est la question. Mais avec les maîtres d'ouvrage publics, on peut avancer. Et vous, ce que vous faites là aujourd'hui, et ce que va nous dire Karine tout à l'heure en E3C2, bien sûr que le bois local va rentrer, que le bois massif va être mieux payé que le lamellé, que le bois, la menuiserie bois sera mieux payée que la menuiserie alu. Bien sûr que tout ça, on est en route vers quelque chose de mieux. Mais parallèlement, il faut faire avec cette crise actuelle qui nous emmène dans un monde complètement fou. Et donc, il faut faire de la résistance et être lucide. Et la lucidité, ça passe par un maître d'ouvrage public qui dit « je veux travailler raisonnablement avec ma ressource et mon travail ». Donc, vous voyez qu'on y est, on peut le faire. Voilà, donc en fait, ouais, c'est le discours à retenir. Alors, les présentations seront diffusées, donc c'est vrai qu'il y a des chiffres assez intéressants, et c'est éventuellement arriver à les retransmettre aux différents maîtres d'ouvrage publics pour qu'ils aient en effet cette sensibilité des retombées sociétales au niveau de la consommation de produits locaux. Il y avait une deuxième question dans Pierre Desronziers avait a donné dans son texte, c'est l'idée du bois. Donc oui, mais on a aussi la notion du bon matériau au bon endroit et aussi suivant la localité du projet. C'est-à-dire qu'on va avoir en Rhône-Alpes en effet beaucoup de sapins épicéas. Donc, OK pour construire en bois des structures en sapin épicéa. Qu'en est-il de Paris? Ou peut-être il y a un petit peu moins de forêt. Voilà, c'est un petit peu la deuxième question. Bien sûr, ça c'est ce qu'on veut faire, c'est notre but à nous, groupe CVC Team, mais c'est le but qu'on partage aujourd'hui, c'est d'aller le plus loin possible dans l'intégration. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait comme job? D'abord, on privilégie le bois par rapport aux autres matériaux. On gagne le concours en conception-réalisation sur 62 logements BEPOS que je vous ai montré, avec un enduit extérieur et pas de bois visible, complètement contemporain. Et dans ce bâtiment-là, je vais faire appel au bois français à Paris, bien sûr, au bois français. Le bois français, c'est quoi? C'est les Vosges, les Alpes, le Jura, Massif central. Donc, on va faire appel à ce bois local et on va optimiser. Le plancher, c'est dalle opportune, c'est pas du lamellé collé, c'est moins d'énergie avec la dalle opportune. Le mur, c'est un ossature bois avec peu de matière. L'isolant, c'est biosourcé avec de la ouate de cellulose ou de la paille française. La menuiserie, c'est de la menuiserie extérieure en bois par rapport à l'alu ou au PVC. Le bâtiment, c'est une optimisation des fondations au stade de la conception. Bâtiment plus léger, moins de fondations, économie de béton, de pieux, de terrassement, de choses en -1. Donc vous voyez que tout ça s'intègre dans une logique comment aller le plus loin possible dans l'intégration du circuit économie circulaire. Quand on a pris conscience du mécanisme, on le fait spontanément. Et donc, à Paris, on va exporter du bois de Rhône-Alpes. À Paris, il y a un supermarché, donc on va prendre du bois français pour amener à Paris. La tour de Nice, elle vient du bois des Vosges. Ce n'est pas du bois des Alpes, certes, mais c'est du bois des Vosges. C'est quand même beaucoup mieux que du bois de Suède. Donc, vous voyez que le réflexe, il doit être toujours comment aller plus loin, comment le faire, et en prenant les projets en amont, et ça c'est un grand avantage pour vous aujourd'hui, pour notre filière, de faire la conception-réalisation, c'est un grand avantage parce que dès le début, je cible et j'utilise les matériaux à bon escient. Je fais cette optimisation initiale qui est le plus d'ingénierie pour moins de matière, moins d'énergie. Donc, vous voyez que c'est notre boulot quotidien, ça marche, on est en très fort développement, nos confrères sont en très fort développement, beaucoup de gens ont déjà compris cette situation, donc on est en marche vers plus de choses comme ça, avec l'optimisation de chaque poste, bien évidemment. Voilà, donc en effet, le bon matériau au bon endroit, c'est vraiment plutôt l'aspect technique où on va utiliser à chaque fois les caractéristiques les plus intéressantes dans chaque matériau, que ce soit la durabilité, mécanique, etc. Et le fait, par exemple, de construire à Paris, c'est pas parce qu'on va chercher le bois dans le Jura ou dans les Vosges qu'on va avoir un bilan carbone, par exemple, moins bon que si on utilisait du métal, au contraire. Bien Voilà. sûr. Et petite dernière question sur les bétons bas carbone. Ouais. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Justement, le projet de Paul Meurice, les 62 logements qui ont ce socle en pavatex enduit, en enduit extérieur à la chaux, c'était quoi la question, redites-moi? Le bas carbone, Bas voilà. carbone, ouais. On est en prémur sur les noyaux centraux de cage d'ascenseur et d'escalier, on est en prémur bas carbone. Sur les voiles par passe, on est en prémur, on est en béton bas carbone. Tout ce projet qui est E3C2 fait appel au béton bas carbone.
Et donc, nous sommes allés jusqu'à l'intégration de la chape en béton bas carbone fibré pour éviter la ferraille, le petit ferraillage de chape. Donc, on est allé le plus loin possible pour arriver au E3C2 du premier coup. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai parlé des bureaux, premier bureau français en E3C2. Là, on est sur des logements accession cœur de Paris, 20e dans Paris intramuros, où on est E3C2. Et donc, chaque jour, on va un petit peu plus loin. Bien sûr qu'on travaille en bas carbone, systématiquement, avec le moins d'armature. On préfère épaissir un tout petit peu la fondation que de mettre plus de ferraillage. Donc, là aussi, optimisation de l'énergie et du CO2. Donc, ces réflexes, ils vont dans le bon sens. Bien évidemment que si le CO2 était taxé davantage, on serait beaucoup plus compétitif. Mais malgré tout, on l'est déjà par l'ingénierie, par l'intelligence, par la réflexion. Et évidemment, quand on construit en bois, je peux vous dire qu'on travaille plus en études que quand on construit en béton ou en métal. Construire en bois, c'est plus d'études, c'est plus d'anticipation, c'est plus de raisonnement avant. C'est une méthodologie de travail. Et les maîtres d'œuvre qui sont en ligne, ils doivent le savoir. Mais on est prêt à le faire parce que le résultat est magnifique. Très bien, merci. Alors, merci Jean-Luc. On va passer à la présentation de Karine après. On pourra continuer les questions après, mais je vois qu'il est 11h04. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je m'occupe de regrouper tout ça et on en reparle après la présentation de Karine. Merci Jean-Luc pour cette superbe présentation, cette motivation qui nous anime tous finalement dans cette histoire. Je pense qu'il y a effectivement aussi des questions là qui sont posées, qui sont intéressantes et je pense que les questions vont venir encore après pour Jean-Luc. Je vais passer à une présentation beaucoup moins illustrée en termes d'image que Jean-Luc, mais le sujet est un peu plus technique. Donc bonjour à tous. Je disais qu'effectivement, j'allais être un peu plus, on va dire un peu moins illustré, le sujet étant un peu plus technique, mais comme Jean-Luc, je vais revenir un peu sur les objectifs un peu à la grande échelle, et puis aborder évidemment pas que le carbone et l'énergie, parce que c'est bien tout ça qui nous rassemble globalement pour faire une planète où on vit mieux. En 2 minutes, donc je suis Karine Laprey, co-gérante du bureau d'études Tribu, dont l'unique objectif est de fabriquer des espaces les plus éco-responsables possibles à toutes les échelles. Et on est une SCOP, donc on défend nos valeurs éthiques à la fois, donc économie sociale et solidaire, évidemment. On défend nos valeurs éthiques dans la pratique et dans notre entreprise. Notre philosophie, c'est la frugalité qui est bien évidemment relayée dans le manifeste de la frugalité heureuse que je vous invite à consulter. Et on va dire les 4 grandes questions qu'on se pose au quotidien, mais qui sont très en phase avec ce que Jean-Luc vient de présenter. Évidemment, faire mieux avec moins, quel que soit le matériau qu'on utilise, quel que soit l'espace où on est, on se doit de faire mieux avec moins. Le bon matériau au bon endroit, on vient de l'évoquer. Et puis aussi ce qu'évoquait Jean-Luc, c'est réinterroger les standards. On ne peut pas raisonner comme on l'a fait jusqu'à présent. On sait qu'on n'est pas dans le bon chemin. Donc forcément, il faut réinterroger les standards. Hier, j'étais encore en réunion où on m'a dit « ça fait 30 ans que je fais la même chose. Ça marche bien. » Ben non, en fait, ça ne marche pas. Donc on le sait depuis bien plus de 30 ans en plus. Et donc, il faut qu'on avance différemment. Et puis tout ça avec tous les acteurs de l'acte de construire, que ce soit les acteurs évidemment politiques, mais aussi toute la chaîne d'acteurs de fabrication du bâtiment, mais aussi les habitants, puisqu'ils ont une part au moins égale dans leur responsabilité à la part qu'ont les concepteurs ou les donneurs d'ordre. Alors évidemment, quand on parle du bois, on dit toujours tout est positif. On verra qu'il y a plein de questions qui vont se poser, je terminerai là-dessus. En tout cas, choisir un matériau, dans tous les cas, c'est un choix qui n'est pas simple.
on a évidemment plein de questions à se poser, à la fois du point de vue de l'intégration architecturale. Les images que Jean-Luc a montrées montrent qu'on peut faire ça très bien et de façon très contemporaine. Mais il y a du coup plein d'autres sujets qu'on doit questionner dans l'usage, dans les questions de santé également, dans les questions de changement climatique et d'adaptation au changement climatique, dans les questions de maintenance, d'entretien, évidemment d'empreinte écologique, mais surtout toutes les autres questions. Et là-dessus, je voudrais tout de suite démystifier quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on construit en bois et qu'on a soi-disant moins d'inertie qu'on va être moins bon du point de vue de l'adaptation au changement climatique. Toutes les études en cours, et notamment à l'échelle de la recherche, montrent que de toute façon, quel que soit le mode constructif du bâtiment qui est sollicité par une période de canicule, qui sont celles qu'on va connaître de plus en plus, les impacts sur les conditions de confort ou de santé sont équivalentes. Et du coup, au contraire, pourquoi se passer de ces modes constructifs qui ont des empreintes écologiques plus favorables? Alors, moi, je vais repartir également de pourquoi et la trajectoire, même si la trajectoire montrée par Jean-Luc est juste. Moi, je vais plutôt la recadrer sur les dispositifs européens et politiques qui existent aujourd'hui pour montrer qu'aujourd'hui, il y a les outils pour avancer et mettre en œuvre tous ces modes constructifs vertueux. Évidemment, notre objectif, un des objectifs, c'est la neutralité carbone en 2050, en tout cas dans les objectifs européens. C'est la même à l'échelle retraduite à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la France. Et donc, on est bien dans cette stratégie et ce chemin pour aller vers la neutralité carbone en 2050, sachant que pour atteindre cet objectif, on a plein de chemins possibles qui peuvent être très différents dans les impacts environnementaux également, même si le résultat sera le même. Donc, on a à la fois des ambitions de baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais également d'augmenter le stock carbone, la capacité à stocker le carbone dans plein d'éléments différents, et notamment la préservation des espaces qui stockent le carbone, en l'occurrence aujourd'hui une grande partie de nos forêts et d'autres espaces végétaux. Le sol est un très grand, le sol en pleine terre est très bien utilisé, est un grand stock de carbone. Parmi les dispositifs qui sont effectivement des dispositifs sur lesquels il faut s'appuyer, Jean-Luc l'évoquait, la question de l'exemplarité et construction publique, aujourd'hui, c'est un arrêté qui est applicable depuis 2017 et qui implique les constructions publiques dans un objectif d'exemplarité, avec notamment des exigences sur les questions énergétiques, évidemment, mais aussi sur les questions d'emploi de bâtiments, de produits biosourcés, dont le bois. Donc, évidemment, on est sur cet objectif. Et là, c'est là où on va montrer, dans tous les exemples qui étaient montrés, il y avait pas mal de bâtiments publics, il y a aussi du privé et du logement social, mais il y a du coup cette question de l'exemplarité qui nous semble important pour montrer que c'est possible. C'est possible aussi dans des coûts maîtrisés, et c'est possible avec des savoir-faire locaux et sur des équipes complètes. Parmi les autres dispositifs aujourd'hui qui nous donnent les caps, parce qu'évidemment, on a les plans climat air-énergie qui sont à l'échelle, pour le coup, locale. Quand je dis locale, on est à l'échelle régionale. J'ai pris les exemples, évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes. On a des plans climat qui sont aujourd'hui en train d'être pour la plupart finalisés ou qui sont en cours de finalisation et qui donnent des caps importants sur le développement de ces filières locales et les bois en particulier, mais qui en même temps n'oublient pas le reste de la question qui est la préservation des ressources naturelles et des stocks carbone, tout en ayant en tête l'adaptation au changement climatique avec ces phénomènes aussi de sécheresse, le risque des feux de forêt et tous les autres impacts sur les milieux naturels
que va avoir le changement climatique. Ici, j'ai pris 2 exemples. Le plan climat du Grand Chambéry, avec les objectifs sur le bâtiment, à la fois en termes de limitation des impacts, d'objectifs TEPOS ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également de séquestration carbone. Sur le plan climat de la métropole de Lyon, pareil, différentes stratégies d'action, différents niveaux d'action et des actions sur les filières des territoires pour aller vers la construction à faible impact. À l'échelle locale, on a également des impositions, des PLU qui sont en train de se structurer, des plans locaux d'urbanisme qui sont en train de se structurer pour aller plus loin sur ces questions d'impact environnemental et d'utilisation du bois, des référentiels qui existent pour certains depuis quelques années et qui sont en train d'être aussi réinterrogés à l'aune des futures réglementations. Ici, je vous ai identifié le PLU de la métropole de la ville de Grenoble qui impose notamment un niveau 1 en termes de matériaux biosourcés à 18 kg par mètre carré de surface de plancher. Donc là, on est dans un texte réglementaire. Ça veut dire que aucun bâtiment ne peut s'affranchir de cet objectif. Voilà, ici, on est dans un zonage particulier qui est un produit démonstrateur, mais en tout cas, ça fait partie aujourd'hui des questions que se posent un certain nombre de collectivités sur comment on intègre ces questions-là, ces objectifs à grande échelle dans des documents plutôt réglementaires qui vont devenir finalement le quotidien de la construction. On a aussi à l'échelle locale des questions de mise en mouvement de l'ensemble des acteurs, parce qu'évidemment, on ne peut pas atteindre des objectifs aussi ambitieux sans mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que tous les acteurs puissent échanger, partager les objectifs et partager leur retour d'expérience, comme vient de le faire notamment Jean-Luc avec les opérations qu'il nous a partagées. Il y a vraiment un enjeu à ça. Alors, parmi les acteurs localement très engagés, évidemment, l'association Ville et Aménagement Durable, dont je fais partie au sein du bureau depuis un certain nombre d'années, et qui a pour objectif de croiser tous ces acteurs, à la fois les acteurs institutionnels, les acteurs de la fabrication, les politiques, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, l'ensemble de ces acteurs qui vont constituer le socle pour fabriquer ces bâtiments les plus performants. Au sein de VAD, il y a une communauté, plus c'est moi, qui s'est constituée il y a maintenant quelques années pour préfigurer cette question de la RE 2020, mais qui était déjà des enjeux évidemment importants au sein de l'association sur la question des filières de matériaux et de l'empreinte écologique. Alors, quelle est la nouveauté évidemment de la RE 2020 ? La nouveauté, on va dire que ce n'est pas une nouveauté. L'analyse de cycle de vie, ça fait plus de 20-30 ans qu'on la pratique tous. Enfin, en tout cas, moi, ça fait un certain nombre d'années. Donc, pas de grand chamboulement, on va dire, ni technique, ni méthodologique. Tout ça, c'est des choses qui sont maîtrisées depuis un certain nombre d'années par pas mal d'experts. Par contre, la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, elle va devenir un outil réglementaire et qui va réglementer un certain nombre d'indicateurs, aujourd'hui un seul, mais dans l'avenir, d'autres indicateurs à l'échelle nationale. Donc, c'est vrai que c'est un pas en plus, au-delà de la question de l'énergie, on est en passe de réglementer un nouvel indicateur qui est le carbone et qui va effectivement réinterroger à la fois les modes de faire de façon très importante, même si on voit bien dans la pratique, ça commence à se faire. Il y a aujourd'hui de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui demandent des objectifs en termes de carbone, donc qui vont pouvoir solliciter les professionnels pour se former. Mais c'est vrai que ça réinterroge pas mal les modes de faire, avec quelque chose qui a un risque vers lequel il ne faut pas aller, qui est à nouveau d'être dans un calcul
dans un objectif qui n'est qu'un calcul réglementaire, cette opportunité de l'ARE, il faut le voir comme l'opportunité de rassembler à nouveau l'ensemble des acteurs dans ce questionnement de l'impact environnemental des bâtiments qu'on conçoit aujourd'hui ou qu'on réhabilite aujourd'hui, puisque ces objectifs seront peut-être un jour intégrés dans les objectifs réglementaires aussi sur la réhabilitation. Aujourd'hui, ce n'est que... Donc, cette RE 2020, aujourd'hui connue sur plutôt la question des labels, hein, le E+C-, les bâtiments énergie positive et réduction carbone qui sont en cours. Elle a fait l'objet, première par rapport à une réglementation en France, on va dire d'une grande concertation à l'échelle nationale avec beaucoup d'acteurs, une période d'expérimentation de ces indicateurs énergie et carbone pour pouvoir essayer de voir notamment l'impact économique de ce changement de vision. Donc, ça a fait l'objet d'une concertation et d'un programme d'expérimentation, notamment objectif énergie-carbone, bâtiment énergie-carbone, OBEC, qui a été financé par l'ADEME et qui a permis de tester une méthode, notamment cette méthode de labellisation E+C-, dans le cadre d'un certain nombre de projets par région, donc 30 projets pour 13 régions, donc un certain nombre de projets qui ont pu tester et former et informer les acteurs localement. Peut-être que parmi vous, certains ont fait l'objet ont eu leurs bâtiments qui ont fait l'objet de cette expérimentation, que nous, accompagnés du CEREMA et du bureau d'études qui développe Viscab, on a testé au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces 30 opérations. L'idée était de tester la méthode et d'en tirer des modifications, des améliorations, mais aussi de commencer à préparer les acteurs sur cette question avec les objectifs qui sont affichés, on verra, pas forcément encore aujourd'hui de la même façon. Voilà, le bilan de l'expérimentation OBEC en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est 30 bâtiments simulés qui ont été, je vous invite à aller consulter la petite plaquette qu'on a réalisée avec l'Adréal et l'ADEME à ce sujet. Peut-être une déception pour certains maîtres d'ouvrage, puisqu'effectivement, dans le premier calcul, par exemple en carbone, on n'atteignait même pas le C1. Voilà, on était C0. Même si le bâtiment était en bois, avec des isolants biosourcés, extrêmement bien conçus, très performants, etc. Évidemment, cette expérimentation, elle n'avait pas pour objet de mettre une étiquette ou de dire d'aller vers un mode constructif. Elle avait pour objectif d'expérimenter le moteur de calcul et les dispositifs qui existent aujourd'hui. Combien pour les sous-traitants et qui depuis ont été amendés dans le cadre des réflexions toujours en cours de la réglementation. Donc, parmi les grandes conclusions, on a pu conclure que cette méthode, l'intégration de cette future réglementation, évidemment, va nécessiter l'intégration de l'ensemble des membres de la maîtrise d'œuvre en conception et des entreprises en phase réalisation, et que si on veut être efficient, il faut évidemment continuer d'être dans la co-conception pour être le plus efficient possible. Elle a également mis en exergue que le niveau de précision demandé dans ce calcul particulier du carbone est relativement exigeant. Et du coup, va questionner comment le plus en amont possible on veut prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est vrai que c'est une des questions qu'il faudra continuer de se poser. C'est des questions qu'on se pose tous, en tout cas moi dans ma pratique depuis 25 ans. Cette question des choix les plus amont dans la conception, c'est vraiment cet enjeu-là. Aujourd'hui, on voit que l'outil réglementaire, le futur outil réglementaire ne sera évidemment pas
d'outils d'aide à la conception. On voit de plus en plus d'outils se développer. On parlera tout à l'heure de Viscab, hein, qui est un outil qui est en cours de développement, qui est développé et qui permet en amont de travailler sur des grands ordres de grandeur pour choisir les modes constructifs. Évidemment que réduire l'impact carbone, ça c'était une conclusion que nous on avait, mais c'était intéressant de montrer que c'est toujours vrai. Pour réduire l'impact carbone, il faut avoir une sobriété constructive et une sobriété en termes énergétiques, plutôt rassurant. Que les résultats, pour le coup, eux, étaient très impactés par le choix des données environnementales et la complétude de remplissage de ce calcul, parce qu'effectivement, il est fastidieux. Plus on met de détails dans le calcul, plus on met d'impact carbone, évidemment. Si on ne rentrait que quelques données, on est très vertueux. L'enjeu, c'est vraiment d'être le plus pertinent possible. On reviendra sur cette question des données parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand même, y compris dans cette question du bois local qu'on évoque aujourd'hui. Le public sensibilisé, ça c'est un de nos regrets. Beaucoup de bureaux d'études, très bien, c'est ceux qui vont pratiquer les calculs. Des maîtres d'ouvrage, évidemment, impliqués dans cette expérimentation, mais peu d'architectes. Or, évidemment, c'est le métier de l'architecte que de concevoir le mode constructif, d'avoir cette vision globale et transversale. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à ce que les architectes se mobilisent sur cette question pour ne pas se retrouver comme, je veux bien votre retour, architecte qui êtes parmi nous, sur cette fameuse RT 2012 qui devait être la solution miracle, mais qui aujourd'hui est devenue un outil technique uniquement utilisé par les bureaux d'études pour justifier un niveau, et l'ARE 2020 ne doit pas être la même chose. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas d'avoir un chiffre le plus bas possible dans la réglementation. L'enjeu, il est, comme on l'a déjà évoqué avec Jean-Luc jusqu'ici, de concevoir un bâtiment. Ça y est, ça avait coupé, je crois. Alors, qu'est-ce que sont pour l'instant ces deux indicateurs calculés dans la RE 2020 ? Un indicateur énergétique, évidemment, qui était déjà présent, mais qui va rajouter des obligations et des échelles d'usage différents. Alors, ça, c'était le dispositif E plus C-, qui avait pour vocation en énergie de prendre l'ensemble des consommations énergétiques, c'est-à-dire tous les usages et pas seulement celles restrictives de la réglementation actuelle, qui ne prend que finalement dans un bâtiment performant, on va dire de 30 à 50% des consommations, tout le reste n'étant aujourd'hui pas réglementé. L'objectif de cette réglementation, c'était de réglementer également les autres usages et d'aller encore plus loin dans la réduction de l'impact. On avait 4 niveaux aujourd'hui qui sont formalisés toujours dans les labels E plus C-, E1, E2, E3, E4, et puis un objectif carbone avec 2 niveaux, un objectif C1 et un objectif C2, carbone 1, carbone 2, sachant que le carbone 1 a vocation à être, on va dire, la base, une réglementation, je le redis parce que des fois ça mérite, c'est intéressant de le dire, la réglementation n'a jamais été ce qui va aller, c'est pas la performance. On prend toujours, j'aime bien prendre l'exemple du train. La réglementation, c'est le dernier wagon du train, ce n'est pas la locomotive. La réglementation, c'est ce qui permet d'emmener la totalité d'une filière, mais ce n'est pas celle qui va pousser la filière. Ce qui pousse les filières, ce sont les labels ou les expérimentations ou les innovations. Mais la réglementation, donc c'est l'objet du fameux carbone 1. Tous les projets, quel que soit leur mode constructif, doivent valider ce niveau carbone 1. Le carbone 2, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de justement questionner les modes constructifs dans leur impact carbone.
Dans ce calcul énergie-carbone, on distingue plusieurs niveaux. On travaille sur de la quantité multipliée par des données environnementales qui vont nous donner une analyse de cycle de vie du bâtiment. Dans ces indicateurs qui sont aujourd'hui pris en compte, on a les produits de construction et les équipements mis en œuvre, on a les impacts carbone liés à l'énergie utilisée et à son mode de production, et l'eau, les consommations d'eau, et la partie chantier, et qui aujourd'hui d'ailleurs représente des parts très très faibles dans les calculs qu'on a identifiés. Et on verra que c'est une des questions sur la question du bois local aussi, comment cette part-là peut être aussi mise en œuvre et valorisée. Alors évidemment, plus la part des restes est limitée, plus la partie chantier va impacter. Voilà, en gros, le niveau carbone 1, le niveau carbone 2, on voit que sur la part de ce carbone, là c'est une version très imagée, ce n'est pas vrai pour tous les types de bâtiments, ce n'est pas vrai pour tous les modes constructifs, mais en gros, la partie liée aux produits de construction et aux équipements va représenter jusqu'à 50 ou 60% de l'impact carbone total par rapport aux autres, et que plus on va aller vers les bâtiments les plus performants, y compris en énergie, plus cette part carbone va être importante. J'ai évoqué tout à l'heure la question du choix des données, et notamment de celles qui sont disponibles aujourd'hui dans la base INIES, qui est la base de référente des données environnementales, et qui va très impacter les calculs. Au-delà des questions qui sont ici représentées, là, on a juste repris les fiches de données environnementales. Donc, on n'est pas forcément dans tout à fait les mêmes ordres de grandeur que Jean-Luc montrait tout à l'heure, parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes cadres de calcul. Donc mais on voit quand même que les menuiseries aluminium, là, c'est que le choix de la menuiserie sur 50 ans. Les menuiseries aluminium sont largement plus impactantes que les menuiseries bois ou mixte bois-alu. Du coup, c'est aussi une question sur les données. On voit qu'il y a des choses qui nous paraissent parfois un peu surprenantes. Ici, on a une menuiserie alu qui est presque aussi performante qu'une menuiserie bois ou qu'une menuiserie PVC. Voilà, donc il y a des questions sur ces données qui sont à la fois liées aux données disponibles par les fabricants, parce que c'est les fabricants qui financent ces données environnementales. Donc, il y a un enjeu sur l'intérêt de les fabriquer, de continuer de les mettre en œuvre pour que les modes constructifs à faible impact environnemental soient valorisés dans cette réglementation. C'est l'enjeu majeur. Ici, vous voyez une petite illustration du choix des données. Alors ça, c'est les trois grands types de données disponibles dans la base de données environnementale. Ce sont les fiches de données individuelles. Donc ça, c'est celles qui sont fabriquées pour chaque fabricant, chaque producteur. Les fiches de données collectives. Donc ça, c'est une filière qui se regroupe pour donner une donnée environnementale pour un type de produit. Ça pourrait être les menuiseries bois aluminium, par exemple. Et ici, c'est la donnée par défaut qui est mise dans le logiciel si on n'a pas la donnée. Donc, on voit qu'on a un impact énorme entre le fait de prendre une donnée individuelle ou une donnée par défaut. Et ça, c'est l'enjeu aussi du bois local. Depuis, évidemment, pour aller dans le sens de l'alimentation de cette base de données, il y a des configurateurs qui sont aujourd'hui mis à disposition des fabricants pour créer cette donnée. Donc, on a notamment le DE Bois et récemment le DE Bois de France pour aller encore plus loin. Peut-être qu'il y aura un DE Bois Auvergne-Rhône-Alpes peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question importante. Après, la question, dans DE Bois de France, on a la provenance qui est prise en compte. Voilà, donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui le cas. Maintenant, j'en parlais avec Thibaut en préparant cette intervention. Nos ministres ont choisi de changer
un certain nombre de choses par rapport à cette fameuse expérimentation E plus C-. Depuis ces indicateurs qui sont toujours valables, E1, E2, E3, E4, C1, C2 sont toujours d'actualité jusqu'à la mise en œuvre de la réglementation, puisqu'ils sont encore en vigueur. Toutefois, le nouveau modèle de calcul de la réglementation qui a été soumis à l'ensemble des filières constructives a modifié le moteur de calcul. Du coup, tout ce que je vous ai dit avant ou tout ce qu'on a fait pendant 5 ans, aujourd'hui, il faut qu'on se le réinterroge, en tout cas qu'on réinterroge ça à l'aune des nouveaux moteurs de calcul. Ça ne veut pas dire que tout est à mettre à la poubelle, évidemment. Ça veut dire qu'il faut qu'on re-questionne les niveaux. Et les niveaux, pour l'instant, ils ne sont pas encore stabilisés. Évidemment, RE 2020, ça aurait dû être applicable en 2020. Alors aujourd'hui, dans les dernières annonces faites le 18 février par Madame la Ministre, les premiers objectifs, c'est une application 1er janvier 2022, uniquement pour les logements, donc maisons individuelles et logements collectifs. Et à ce stade-là, ici, vous avez un seuil qui correspond au fameux C1 qu'on évoquait tout à l'heure, qui sera un seuil informatif, mais pas un seuil réglementaire. Le seuil réglementaire rentrera en œuvre en 2025. Nous avons encore perdu 5 ans. Et là, je suis comme Jean-Luc, je suis absolument effarée de voir comment on va arriver à cette fameuse neutralité carbone en 2050. Alors oui, on a des écrans qui sont très, très, très objectifs en 2030, mais bon, pourquoi encore perdre ce temps? Pourquoi? Alors que les professionnels sont là, sont disponibles, les exemples existent. Comment on fait pour avancer plus vite? Ça reste encore une vraie question. Toujours est-il que du coup, continuons d'aller vers les labels parce que ce n'est pas la réglementation, encore une fois, qui nous poussera à aller plus loin. Et là, je vous dis, 2022, ça n'est que les logements. Les tertiaires et autres tertiaires, c'est-à-dire tous les bâtiments publics, eux ne seront réglementés que 6 mois, voire 1 an plus tard. Donc, à nouveau, on est encore dans perdre du temps. Or, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre pour réduire notre impact carbone globalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent aussi sur dans ces nouvelles annonces et ce nouveau moteur? Il y a la prise en compte d'une analyse de cycle de vie différente qui s'appelle l'analyse de cycle de vie dynamique. Alors ça, c'est là où la filière de biosourcés a gagné. Parce qu'effectivement, on va pouvoir prendre en compte le stockage carbone de façon plus importante et la dynamique de la filière biosourcée dans l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est une petite victoire. Mais c'est vrai que c'est là que ça rebalaye les moteurs et le travail qu'on a fait en amont sur l'expérimentation. Mais le côté très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir valoriser plus fortement la question du biosourcé par rapport à la filière, notamment béton. Donc, la CV dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse de cycle de vie dynamique qui attribue un poids plus fort au carbone qui est émis aujourd'hui que le carbone qui sera émis plus tard. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. On est bien d'accord. Les émissions de gaz à effet de serre, il faut les limiter tout de suite et pas dans 50 ans. L'objectif, c'est tout de suite, le plus vite possible. Et les produits biosourcés qui stockent du carbone en début de cycle et les mettent en fin de vie. Voilà un enjeu intéressant de la future réglementation. Alors, je regarde s'il y a des questions en même temps. Donc, maintenant, le bois local dans tout ça, évidemment, et ici autour de la table, il y a plein de gens qui connaissent toutes ces filières locales. Il faut les valoriser, les connaître, les faire connaître. Et c'est vrai que c'est un enjeu important auprès de tous les acteurs, y compris les architectes. Nous, on apprécie vraiment le travail que font tous ces acteurs, évidemment le pôle Excellence Bois, mais aussi Fibois qui est là, y compris pour accompagner les projets. Donc, n'hésitez pas, sollicitez-les.
ils sont là pour vous guider, vous aider à trouver les bonnes solutions. Alors, la question du poids du bois dans le bois local, dans ce fameux calcul carbone. Alors, aujourd'hui, dans le calcul du E+C-, je serais incapable de vous dire ce que ça pèse. Parce que c'est tout petit. C'est tout petit. Et effectivement, on a toujours ces problèmes de filière, de données environnementales locales, mais je ne désespère pas qu'avec les configurateurs, on puisse plus valoriser ces filières locales. Ce que je vous partage ici, c'est une étude qu'on a fait il y a maintenant quelques années dans le cadre d'un projet de recherche piloté par le CSTB avec le FCB1, où on a travaillé sur les données environnementales, donc c'était avant la RE, évidemment, et parmi les paramètres testés, le paramètre transport dans les impacts environnementaux pour voir l'impact des ressources locales. Alors, globalement, peu d'influence, mais tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un cas, c'est 5 bâtiments qui ont été testés, c'est quelques modes constructifs avec les données disponibles. Donc, tout ça, c'est justement l'intérêt d'aller encore plus loin, c'est de voir l'influence de ces paramètres. Alors, une influence évidemment importante sur notamment le CLT, le bardage en douglas. Quelques résultats, mais pas à généraliser. L'enjeu de ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au contraire, il faut continuer de montrer que le local a un impact favorable sur à la fois les questions économiques, évidemment, mais surtout sur le carbone. Et attention, ça c'est mon deuxième message, le carbone n'est pas le seul critère, évidemment. Quand on travaille sur le bois, et notamment le bois local, on travaille sur plein d'autres paramètres. Et donc, soyons aussi, et ça, je rejoins à nouveau Jean-Luc sur cette question, attention à la quantité de matière qu'on va mettre en place, pas au détriment de la durabilité des forêts, ni des puits carbone qui sont aussi l'enjeu à court, moyen, long terme. Attention aussi à bien étudier l'impact du transport et de la fabrication des différents modèles constructifs, mais ça, Jean-Luc a très bien montré l'impact entre le CLT, par exemple, et le bois massif. Donc, c'est un vrai enjeu, et ça, cette connaissance, il faut vraiment la partager. Les solutions uniques n'existent pas. Et puis, tous les autres paramètres qui vont impacter la conception du bâtiment, comme je l'évoquais tout à l'heure, notamment le comportement hygroscopique. Et là, on a des questions entre le bois et d'autres matériaux. La question de l'acoustique. Aujourd'hui, c'est une de mes questions sur le choix systématique du bois, parce que derrière l'acoustique, ça veut dire des complexités de plancher, des épaisseurs. Ça veut dire plus de matière, ça veut dire aussi des matériaux pas toujours sympathiques si on est sur des traitements acoustiques. Donc, du coup, des impacts aussi sur la qualité d'air, sur les matières premières qui sont utilisées. Voilà, du point de vue de l'impact du bois. Et donc, évidemment, la réponse, elle est dans la diversité. La diversité, là, à la fois les matériaux biosourcés, mais aussi les matériaux géosourcés. On est aussi dans une région qui a des ressources de ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, des retours. Merci Karine. Alors, je vais reprendre une question qui a été posée tout à l'heure, mais qui reste très pertinente. C'est par rapport, donc c'est plus sur le volet économique, mais ça touche aussi au volet environnemental et sociétal, par rapport à la standardisation des procédés, des systèmes constructifs. Donc, je pense notamment, peut-être que M. de Rongier pensait c'est Denis Maire, pensait peut-être au hors-site. Voilà, est-ce que la standardisation des systèmes permet d'être plus compétitif? Est-ce que Jean-Luc ou Karine, vous voulez peut-être répondre? Selon les paramètres. Alors déjà, moi, je vais parler paramètres confort, santé des travailleurs. Ça, c'est un enjeu fort en termes d'industrialisation. Je vais laisser Jean-Luc compléter. Disons, la standardisation, effectivement, permet d'avoir des produits intermédiaires, des composants intermédiaires pour
tricoter derrière les systèmes constructifs. Donc, c'est toujours bien d'avoir de la standardisation. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve des produits de sciage de 2 cm en 2 cm. Donc, on trouve des 8-10, 8-12, 8-14, 8-16, 8-20, 6-10, 6-12, 6-20, 6-24. Donc, tout ça fait beaucoup, mais il y a quand même une standardisation qui existe. Et derrière ça, on va arriver à des composés ou des composants qui seront un peu plus développés pour arriver à la construction finale. Mais ce qui est important, c'est en tout cas d'essayer de développer l'ingénierie qui fait appel à la matière la plus basique possible, avec le plus de travail et le moins de quantité. Et aujourd'hui, chez nous, on voit bien que cette optimisation-là est très porteuse, très rentable. On a beaucoup de boulot en variantant des complexes qui sont trop gourmands. Vous parliez tout à l'heure d'acoustique. Tu as bien fait, Karine, c'est important pour le bois. On sait faire avec un plancher massif type opportune, on sait faire une chape béton bas carbone flottante sur 2 cm de laine de roche et on va arriver à 28 cm, 26 cm d'épaisseur. Exactement, c'est vraiment ça. On arrive à être très performant. On a évidemment tous les essais. Donc, ce qu'il faut peut-être dire par rapport à la standardisation et aux fiches FDES, c'est que nous sommes en cours de développement. On part de bas, parce que tout ça, c'est un nouveau monde. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites à droite, à gauche. Donc, on progresse, on progresse, on progresse. Et surtout, on a le résultat. C'est-à-dire qu'on a des projets compétitifs dans le marché. On ne pourrait pas faire tout ça en aveugle. Tout ça est tiré par le besoin. Et aujourd'hui, ce besoin, il explose parce qu'on ne l'a peut-être pas encore assez dit ce matin. La mode bois, la vision bois est en train de se généraliser. Et du coup, il y a un appel incroyable sur la matière, sur les prestations, sur les entreprises. Donc, donc, on va dans le bon sens, mais attention, là, pour une fois, ça accélère plus vite que ce que nous, on est capable d'être en réactivité. C'est une nouvelle situation aussi pour nous. Mais c'est favorable, donc ça permettra de tirer en avant toutes les solutions les plus générales. Très bien. Alors, c'est marrant parce que hier, du coup, on a eu au Pôle Excellence Bois une conférence sur le hors-site. Et donc, pour compléter la réponse, c'est vrai que certains intervenants nous disaient qu'en effet, en standardisant des systèmes constructifs, alors c'est possible par exemple sur des bâtiments où c'est très répétitif, eh bien, on arrive à considérablement baisser les coûts en industrialisant la fabrication. Mais ça ne marche pas pour tous les ouvrages. On peut, hein, il y a une réflexion du module 3D en hors-site pour aller le plus loin possible, ou de la salle de bain préfa en 3D, tout ça c'est intéressant, ça va dans la direction de baisser les coûts. Simplement qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il nous faut une immense flexibilité pour répondre aux besoins de 2025-2030. Et cette flexibilité, on doit l'avoir par l'ingénierie. Parce que voilà, aujourd'hui, on développe une solution, peut-être que dans 5 ans, elle ne sera plus celle-là, elle sera un peu différente. Vous voyez, tous ceux qui ont fait des gros investissements, ils doivent compléter l'investissement pour retrouver un peu de flexibilité. Et chez nous, c'est par l'ingénierie. L'ingénierie, c'est quelque chose d'extrêmement flexible. L'humain est très flexible. Vous donnez un plan IKEA chez nous et il vous fabrique quelque chose, un mur, un plancher, une charpente, un module, un pré-module. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est de l'intégration. Et il faut bien raisonner. On raisonne 3D spatialement sur l'objet. Il faut raisonner 3D sur l'humain. La 3 dimensions de l'humain, c'est que toutes les composantes que l'humain peut apporter pour être flexible et faire une solution pertinente, écologique. Et peut-être qu'on ne parle jamais suffisamment de l'intégration de l'humain dans tout ça, qui est essentielle. Nous, on court après les maîtres charpentiers, les compagnons charpentiers, qui savent traiter parfaitement un plan et un concept. S'il y a d'autres questions. Pierre de Ronzier complétait justement tout ce dont on parle. Est-ce que la filière bois pourra répondre à l'ensemble de ces demandes? Mais j'imagine que oui, puisque c'était votre… Alors, c'est à la fois oui et à la fois non, c'est de l'économie. S'il y a une très forte demande et que les entreprises ne sont pas capables de suivre, les prix vont monter et la demande va baisser, ça va s'équilibrer quelque part. Donc, de toute façon, il se passera quelque chose en 2025 avec une certaine quantité de bois.
on n'arrêtera pas la grande machine. Par contre, je ne peux pas vous dire aujourd'hui où sera situé le curseur. Ça va dépendre de l'un et de l'autre. Donc, à chaque fois, on est dans le résultat d'un équilibre. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce qu'on discute ce matin, c'est la nouvelle approche pour aller plus loin dans nos réflexions et dans nos concepts. Et c'est ça qui va nous tirer vers quelque chose de mieux. Ce qu'on critique ce matin, c'est le temps qu'on perd et c'est la faiblesse de ces enjeux, de ces volontés-là. Ce que Karine vient de dire, ça sera une recommandation dans le logement, mais ça ne sera pas une obligation. Donc, on repère du temps. Donc, c'est tous ces éléments-là qui nous excitent un petit peu pour ceux qui sont dans le jus aujourd'hui, de dire, mais bon sang, pourquoi ce n'est pas possible d'aller un peu plus vite, d'aller un peu plus alors qu'on sait déjà faire. Mais en parallèle, bah oui, on est tous surchargés, donc on a tous plein de boulot. Donc forcément, le curseur va s'équilibrer quelque part. Il y a Stéphane qui posait une question sur la question de l'état justement des formations, là, des filières. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu. Il y a un énorme enjeu à mobiliser tous les acteurs, pas que les entreprises, parce qu'un bâtiment, ça met un peu de temps pour se construire de toute façon. Donc, tout ce qu'on fait tout de suite, ou tout ce qu'on forme tout de suite, c'est du temps de gagner et du carbone de gagner. Oui, en effet, il parlait juste un peu plus spécifiquement des formations type ingénieur, architecte, pour faire de l'intelligence constructive et travailler plus en amont du coup nos projets pour être plus rapide et sur le chantier. Alors, il y a des écoles d'ingénieurs maintenant. Je laisse. On peut citer quand même que depuis quelques années, on voit arriver un tas d'étudiants élèves en apprentissage. Aujourd'hui, on fait de l'apprentissage ingénieur, de l'apprentissage architecte, de l'apprentissage conducteur de travaux. Et donc, on élargit la palette d'offres mixtes entre le pédagogique et l'entreprise, ce qui était quelque chose qu'on critiquait beaucoup en France avant et qui aujourd'hui marche très bien. Et on voit même des gens déjà diplômés refaire une école de CAP charpente. Donc, il y a une belle évolution de ce côté-là pour enrichir et obtenir une ressource humaine plus qualifiée. Si vous allez dans le Vorarlberg, vous verrez des gens extrêmement qualifiés en termes de savoir-faire avec les mains. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer ça c'est bien reparti, mais évidemment, il nous en faudra encore beaucoup plus. Ensuite, sur la formation, bah, évidemment, les technologies évoluent. Vous voyez, de notre côté, chez nous, bah, depuis quelques mois, on a acheté une machine qui fait les murs à ossature bois, les caissons, là, les murs vides, avec un isolant qu'on souffle et non plus un isolant qu'on pose. Donc, on a supprimé le rouleau de laine de verre, si vous voulez, en n'achetant plus qu'un gros ballot de watts de laine de bois ou de matière première brute qu'on souffle pour remplir toutes les cellules. Et on a un mini-robot qui fait ce job, qui était un job très pénalisant de remplir des cellules avec des isolants. Et aujourd'hui, c'est fait en soufflage à la densité qu'on veut dans le mur avant de le fermer. Donc, aujourd'hui, la formation, on doit avoir une richesse humaine en même temps qu'une richesse technologique. C'est-à-dire qu'on doit utiliser à la fois le numérique, mais à la fois la tête. Le numérique tout seul, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on associe les deux, et ça génère de la formation énorme, parce que dès qu'on va sur un nouveau process, un nouveau concept ou une nouvelle réflexion, bah, il faut former les collaborateurs autour. Donc, la formation, elle est dans le bois extrêmement continue, et aujourd'hui, on a un besoin de formation continue, parce que ça bouge très, très, très vite. Et là, vous verrez, avec le plus c'est moins, ça génère quand même pas mal de réflexions. C'est des grandes révolutions. Si on a mis 30 ans pour le faire, c'est significatif. Je remonte un petit peu dans le fil. Toujours Stéphane Desgeorges pose une question sur la capacité de la filière à proposer des ressources pour les chantiers de construction bois. Alors, peut-être à l'échelle de la France et puis Rhône-Alpes. Pour l'instant, sur le domaine de construction, on observe un durcissement de la fourniture, de l'offre de fourniture bois. Il semble qu'il y a moins de matière, ou il y a beaucoup de matière qui sort d'Europe, et donc ça crée un manque. Donc en ce moment, c'est difficile de trouver du bois, même du bois basique, et les délais se rallongent. Donc, il faut effectivement que la filière produise et prennent le risque de produire, parce qu'il faut un peu de temps pour obtenir une planche rabotée séchée. Donc,
aujourd'hui, il y a des gros investissements qui ont été faits chez les acteurs numéro 1 en France. Ça ira, ils sont déjà saturés, donc ça fera du bien. Et derrière, ça va continuer. En ressources forestières, les fondamentaux, c'est que la croissance biologique est plus élevée que ce qu'on exploite. Donc, on a un potentiel de ressources, on a de l'épargne, on a de l'argent qu'on n'a pas dépensé dans la forêt. C'est vrai en France, c'est vrai qu'en quasiment l'Europe, toute l'Europe. Et ensuite, il y a le chapitre des plantations. Donc, la filière est capable de subvenir. Maintenant, il faut intégrer le paramètre humain pour répondre quantitativement et qualitativement. Ça nécessite c'est un système complexe avec plusieurs tiroirs, hein. Ce qu'on fait ce matin, ça va dans le sens de faire plus de 3C- avec le bois. Merci. Alors, je souhaitais faire une petite parenthèse sur Bois Qualité Savoie, puisqu'on parle de construction en bois local et que le pôle Excellence Bois gravite spécifiquement sur les Deux-Savoies. Donc, rapidement, c'est une marque collective qui regroupe des entreprises du secteur de la première transformation, donc des scieurs et des charpentiers. On y trouve aussi 2 négoces et un menuisier. Ça a été créé en 2006 avec une volonté d'apporter un produit, de garantir la localité de la ressource pour des produits spécifiques du coup aux Deux-Savoies. En Savoie et en Haute-Savoie, on a globalement 95% de sciage de sapin épicéa, donc on va dire exclusivement. D'ailleurs, la marque collective Bois Qualité Savoie ne porte que sur le sapin et l'épicéa. Donc, elle garantit quelque part une traçabilité, puisque chaque ressource, chaque grume est tracée par rapport à la commune où elle a été exploitée. Et ensuite, les entreprises marquent leur bois par paquet pour garder cette traçabilité. Le charpentier qui répond à un appel d'offres doit lui aussi être marqué Bois Qualité Savoie pour que derrière le bâtiment, l'ouvrage soit marqué lui-même Bois Qualité Savoie. En 2019, c'est globalement plus de 50 000 m3 de bois produit. Il y a une vingtaine d'adhérents. Et donc, on y trouve des produits de structure, mais aussi des produits non structurels. Comme en structure, on a du bois d'ossature, de la charpente. On est aujourd'hui exclusivement en bois massif, mais ça peut évoluer puisqu'on sait qu'en Haute-Savoie, on a Eurolamellé qui a été Bois Qualité Savoie à un moment, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais on peut très bien faire machine arrière s'il y a de la demande. Donc voilà, ça reste des produits assez simples puisqu'on est aujourd'hui exclusivement sur du bois massif. On peut évoluer vers du bois lamellé collé. Et voilà, et ça permet du coup de garantir en effet une provenance locale de la ressource et de la transformation, hein, puisque tous les adhérents Bois Qualité Savoie sont répertoriés en Savoie et en Haute-Savoie. Voilà. Globalement, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Je vois qu'il y a eu une nouvelle question de David Suarez. Alors, c'est sur les bois feuillus, en effet. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même 64% de bois feuillus, mais peu mis en valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui sont réalisés pour mettre justement, pour valoriser ces essences feuillues? Quels pourraient être les freins, les leviers? Alors aujourd'hui, il peut y avoir de l'intérêt technique d'utiliser le feuillu dans le domaine des structures, hein. Le feuillu a une très forte résistance et une très forte compressibilité, si vous voulez. Donc, quand on fait un immeuble de grande hauteur, on peut bien raisonner de faire les murs du bas de l'immeuble qui vont recevoir plus de charges. Plutôt que de les grossir, on peut les faire en bois, en feuillu, qui prendront plus de charges du coup. Donc, on peut mixer. Simplement que là, on redémarre une histoire qui est de transformer ce feuillu, d'en faire un produit un peu standardisé, à un prix dans le marché correct. Et donc, là, c'est la filière qui doit se positionner. Je ne suis pas spécialiste du feuillu, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup exporté en matière brute,
alors que ça pourrait être développé et faire toute une gamme de produits. On pourrait faire les menuiseries extérieures aussi avec les menuiseries intérieures. Donc, c'est un grand sujet, la filière bois feuillu. Il y a plusieurs régions qui se sont posées cette question. Il y a un potentiel, mais il y a un gros boulot de développement. Oui, je pense aussi à… Thibaut, si je peux éventuellement apporter un petit complément d'information. FCBA travaille sur le sujet parce qu'effectivement, il y a une ressource forestière dont on ne sait plus trop quoi faire, si ce n'est, comme disait Jean-Luc, l'envoyer en Chine pour qu'il revienne sous forme de parquet. Les difficultés techniques sont que les feuillus sont plus difficiles à sécher et à coller que les résineux. Donc, ça demande un peu de travail de préparation. Néanmoins, il y a déjà des constructions qui ont été réalisées en hêtre, notamment. Dans les Vosges, il y a eu pas mal de travaux sur le sujet. En Normandie aussi, des lamellés collés hêtre résineux, mixité d'essence, sont en train de sortir. Donc, ça bouge, et ça bouge parce qu'effectivement, il y a une ressource qu'il faut utiliser, et c'est le bâtiment qui pourra l'utiliser dans plus grande quantité. Merci. Merci Thierry. Eh bien, il est midi passé, donc je vais clôturer ce webinaire. Je vois qu'il y a encore une question qui vient d'être posée. On fera du coup, moi je balayerai toutes les réponses et je regarderai à celles qu'on n'a pas répondu pour vous répondre par mail. On vous enverra aussi donc le lien YouTube pour revoir le replay de ce webinaire. Nous remercions tous les intervenants. Merci à Jean-Luc Sandoz, à Karine Lapré, à Thierry Varachaud aussi du FCBA pour nous avoir pour la technique sur Zoom. Merci aussi surtout au CSMB, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, qui est notre soutien financier pour ce parcours de webinaire. Une fois de plus, je remercie aussi le CAUE, Savoie et Haute-Savoie, et l'atelier Wolf, notamment Yves Munier qui nous a aidés pour préparer ce programme. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour la troisième partie de ce parcours, le 11 mars, où du coup, il y aura un travail de présentation d'exemples de projets, d'ouvrages construits en bois local, notamment des ouvrages publics. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur l'adresse contact qu'il y a sur les invitations, si vous avez des questions complémentaires. On vous transmettra aussi les présentations qui nous ont été présentées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie à tous. Merci Jean-Luc, merci Karine. Et à bientôt. Bye bye tout le monde. Bon week-end, à bientôt. Au revoir. Au revoir.